La droite princesse ou les aventures de Finette, première partie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Conte du temps passé avec des moralités de Charles Perrault. La droite princesse ou les aventures de Finette, nouvelle, première partie. À Madame la Comtesse de Murat. Vous faites les plus jolies nouvelles du monde en vers, mais en vers aussi doux que naturels. Je voudrais bien, charmante comtesse, vous en dire une à mon tour. Cependant, je ne sais si vous pourrez vous en divertir. Je suis aujourd'hui de l'humeur du bourgeois gentilhomme. Je ne voudrais ni vers ni prose pour vous la conter. Point de grands mots, point de brillants, point de rimes. Un tour naïf m'accommode mieux. En un mot, un récit sans façon et comme on parle. Je ne cherche que quelques moralités. Mon historiette en fournit assez, et par là, elle pourra vous être agréable. Elle roule sur 2 proverbes au lieu d'un, c'est la mode. Vous les aimez. Je m'accommode à l'usage avec plaisir. Vous y verrez comment nos aïeux savaient insinuer qu'on tombe dans 1000 désordres quand on se plaît à ne rien faire, ou pour parler comme eux, quasi-veté est la mère de tout vice, et vous aimerez sans doute leur manière de persuader. Le second proverbe est qu'il faut être toujours sur ses gardes. Vous voyez bien que je veux dire que la défiance est la mère de sûreté. Non, l'amour ne triomphe guère que des cœurs qui n'ont point d'affaires. Vous, qui craignez que d'un adroit vainqueur votre raison ne devienne la dupe, beauté, si vous voulez conserver votre cœur, il faut que votre esprit s'occupe. Mais si malgré vos soins, votre sort est d'aimer, gardez du moins de vous laisser charmer sans connaître celui que votre cœur se veut donner pour maître. Craignez les blondins doucereux qui fatiguent les ruelles et ne sachant que dire aux belles soupirent sans être amoureux. Défiez-vous des conteurs de fleurettes. Connaissez bien le fond de leurs esprits. Auprès de toutes les iris ils débitent 1000 sornettes. Défiez-vous enfin de ces brusques amants qui se disent en feu dès les premiers moments et jurent une vive flamme. Moquez-vous de ces vains serments. Pour bien assujettir une âme, il faut qu'il en coûte du temps. Gardez qu'un peu de complaisance ne désarme trop tôt votre austère fierté. De votre juste défiance dépend votre repos et votre sûreté. Mais je n'y songe pas, madame. J'ai fait des vers. Au lieu de m'en tenir au goût de monsieur Jourdain, j'ai rimé sur le ton de Quinault. Je reprends le tour simple au plus vite, de peur d'avoir part aux vieilles haines connues pour cet agréable moraliseur, et de peur qu'on ne m'accuse de le piller et de le mettre en pièces, comme tant d'auteurs impitoyables font tous les jours. Du temps des premières croisades, un roi, de je ne sais quel royaume de l'Europe, se résolut d'aller faire la guerre aux infidèles dans la Palestine. Avant que d'entreprendre un si long voyage, il mit un si bon ordre aux affaires de son royaume, et il en confia la régence à un ministre si habile qu'il fut en repos de ce côté-là. Ce qui inquiétait le plus ce prince, c'était le soin de sa famille. Il avait perdu la reine, son épouse, depuis assez peu de temps. Elle ne lui avait point laissé de fils, mais il se voyait père de 3 jeunes princesses à marier. Ma chronique ne m'a point appris leur véritable nom. Je sais seulement que comme en ces temps heureux, la simplicité des peuples donnait sans façon des surnoms aux personnes éminentes, suivant leurs bonnes qualités ou leurs défauts, on avait surnommé l'aînée de ces princesses Nonchalante, ce qui signifie indolente en style moderne, la seconde Babillarde, et la troisième Finette, noms qui avaient tous un juste rapport au caractère de ces 3 sœurs. Jamais on n'a rien vu de si indolent qu'était Nonchalante. Tous les jours elle n'était pas éveillée à 1 heure après-midi. On la traînait à l'église telle qu'elle sortait de son lit, sa coiffure en désordre, sa robe détachée, point de ceinture, et souvent une mule d'une façon et une de l'autre. On corrigeait cette différence durant la journée, mais on ne pouvait résoudre cette princesse à être jamais autrement qu'en mule. Elle trouvait une fatigue insupportable à mettre des souliers. Quand Nonchalante avait dîné, elle se mettait à sa toilette, où elle était jusqu'au soir. Elle employait le reste de son temps jusqu'à minuit à jouer et à souper. Ensuite, on était presque aussi longtemps à la déshabiller qu'on avait été à l'habiller. Elle ne pouvait jamais parvenir à aller se coucher qu'au grand jour. Babillarde,
menait une autre sorte de vie. Cette princesse était fort vive et n'employait que peu de temps pour sa personne, mais elle avait une envie de parler si étrange que depuis qu'elle était éveillée jusqu'à ce qu'elle fût endormie, la bouche ne lui fermait pas. Elle savait l'histoire des mauvais ménages, des liaisons tendres, des galanteries, non seulement de toute la cour, mais des plus petits bourgeois. Elle tenait registre de toutes les femmes qui exerçaient certaines rapines dans leurs domestiques pour se donner une parure plus éclatante, et était informée précisément de ce que gagnait la suivante de la comtesse une telle et le maître d'hôtel du marquis un tel. Pour être instruite de toutes ces petites choses, elle écoutait sa nourrice et sa couturière avec plus de plaisir qu'elle n'aurait fait un ambassadeur. Et ensuite, elle étourdissait de ces belles histoires, depuis le roi son père jusqu'à ses valets de pied, car, pourvu qu'elle parlât, elle ne se souciait pas à qui. La démangeaison de parler produisit encore un autre mauvais effet chez cette princesse. Malgré son grand rang, ses airs trop familiers donnèrent la hardiesse aux blondins de la cour de lui débiter des douceurs. Elle écouta leurs fleurettes sans façon, pour avoir le plaisir de leur répondre, car à quelque prix que ce fût, il fallait que du matin au soir elle écoutât ou caquetât. Babillarde, non plus que nonchalante, ne s'occupait jamais ni à penser, ni à faire aucune réflexion, ni à lire. Elle s'embarrassait aussi peu d'aucun soin domestique, ni des amusements que produit l'aiguille et le fuseau. Enfin, ces deux sœurs, dans une éternelle oisiveté, ne faisaient jamais agir ni leur esprit ni leurs mains. La sœur cadette de ces deux princesses était d'un caractère bien différent. Elle agissait incessamment de l'esprit et de sa personne. Elle avait une vivacité surprenante, et elle s'appliquait à en faire un bon usage. Elle savait parfaitement bien danser, chanter, jouer des instruments, réussissait avec une adresse admirable à tous les petits travaux de la main qui amusent d'ordinaire les personnes de son sexe, mettait l'ordre et la règle dans la maison du roi, et empêchait, par ses soins, les pilleries des petits officiers, car, dès ce temps-là, il se mêlait de voler les princes. Ses talents ne se bornaient pas là. Elle avait beaucoup de jugement et une présence d'esprit si merveilleuse qu'elle trouvait sur-le-champ des moyens pour sortir de toutes sortes d'affaires. Cette jeune princesse avait découvert par sa pénétration un piège dangereux qu'un ambassadeur de mauvaise foi avait tendu au roi son père dans un traité que ce prince était tout près de signer. Pour punir la perfidie de cet ambassadeur et de son maître, le roi changea l'article du traité, et en le mettant dans les termes que lui avait inspirés sa fille, il trompa à son tour le trompeur même. La jeune princesse découvrit encore un tour de fourberie qu'un ministre voulait jouer au roi, et par le conseil qu'elle donna à son père, il fit retomber l'infidélité de cet homme-là sur lui-même. La princesse donna en plusieurs autres occasions des marques de sa pénétration et de sa finesse d'esprit. Elle en donna tant que le peuple lui donna le surnom de Finette. Le roi l'aimait beaucoup plus que ses autres filles, et il faisait un si grand fond sur son bon sens que s'il n'avait point eu d'autre enfant qu'elle, il serait parti sans inquiétude. Mais il se défiait autant de la conduite de ses autres filles qu'il se reposait sur celle de Finette. Ainsi, pour être sûr des démarches de sa famille, comme il se croyait sûr de celles de ses sujets, il prit les mesures que je vais dire. Vous, qui êtes si savante dans toutes sortes d'antiquités, je ne doute pas, comtesse charmante, que vous n'ayez 100 fois entendu parler du merveilleux pouvoir des fées. Le roi dont je vous parle, étant ami intime d'une de ces habiles femmes, alla trouver cette amie. Il lui représenta l'inquiétude où il était touchant ses filles. Ce n'est pas, lui dit ce prince, que les deux aînées dont je m'inquiète aient jamais fait la moindre chose contre leur devoir, mais elles ont si peu d'esprit, elles sont si imprudentes, et vivent dans une si grande désoccupation que je crains que pendant mon absence elles n'aillent s'embarrasser dans quelque folle intrigue pour trouver de quoi s'amuser. Pour Finette, je suis sûr de sa vertu. Cependant je la traiterai comme les autres pour faire tout égal. C'est pourquoi, sage fée, je vous prie de me faire 3 quenouilles de verre pour mes filles, qui soient faites avec un tel art que chaque quenouille ne manque point de se casser sitôt que celle à qui elle appartiendra fera quelque chose contre sa gloire. Comme cette fée était des plus habiles, elle donna à ce prince 3 quenouilles enchantées
et travailler avec tous les soins nécessaires pour le dessein qu'il avait. Mais il ne fut pas content de cette précaution. Il mena les princesses dans une tour fort haute, qui était bâtie dans un lieu bien désert. Le roi dit à ses filles qu'il leur ordonnait de faire leur demeure dans cette tour pendant tout le temps de son absence, et qu'il leur défendait d'y recevoir aucune personne que ce fût. Il leur ôta tous leurs officiers de l'un et de l'autre sexe, et après leur avoir fait présent des quenouilles enchantées dont il leur expliqua les qualités, il embrassa les princesses et ferma les portes de la tour, dont il prit lui-même les clefs, puis il partit. Vous allez peut-être croire, madame, que ces princesses étaient là en danger de mourir de faim. Point du tout. On avait eu soin d'attacher une poulie à une des fenêtres de la tour, et on y avait mis une corde, à laquelle les princesses attachaient un corbillon qu'elles descendaient chaque jour. Dans ce corbillon, on mettait leurs provisions pour la journée, et quand elles l'avaient remonté, elles retiraient avec soin la corde dans la chambre. Nonchalante et babillarde menaient dans cette solitude une vie qui les désespérait. Elles s'ennuyaient à un point qu'on ne saurait exprimer. Mais il fallait prendre patience, car on leur avait fait la quenouille si terrible qu'elles craignaient que la moindre démarchée un peu équivoque ne la fît casser. Pour Finette, elle ne s'ennuyait point du tout. Son fuseau, son aiguille et ses instruments de musique lui fournissaient des amusements, et outre cela, par l'ordre du ministre qui gouvernait l'État, on mettait dans le corbillon des princesses des lettres qui les informaient de tout ce qui se passait au-dedans et au-dehors du royaume. Le roi l'avait permis ainsi, et le ministre, pour faire sa cour aux princesses, ne manquait pas d'être exact sur cet article. Finette lisait toutes ces nouvelles avec empressement et s'en divertissait. Pour ses deux sœurs, elle ne daignait pas y prendre la moindre part. Elle disait qu'elles étaient trop chagrines pour avoir la force de s'amuser de si peu de choses. Il leur fallait au moins des cartes pour se désennuyer pendant l'absence de leur père. Elles passaient donc ainsi tristement leur vie en murmurant contre leur destin, et je crois qu'elles ne manquèrent pas de dire qu'il vaut mieux être né heureux que d'être né fils de roi. Elles étaient souvent aux fenêtres de leur tour, pour voir du moins ce qui se passerait dans la campagne. Un jour, comme Finette était occupée dans sa chambre à quelque joli ouvrage, ses sœurs, qui étaient à la fenêtre, virent au pied de leur tour une pauvre femme vêtue de haillons déchirés, qui leur criait sa misère fort pathétiquement. Elles les priaient à mains jointes de la laisser entrer dans leur château, leur représentant qu'elle était une malheureuse étrangère qui savait 1000 sortes de choses, et qu'elle leur rendrait service avec la plus exacte fidélité. D'abord les princesses se souvinrent de l'ordre qu'avait donné le roi leur père de ne laisser entrer personne dans la tour. Mais Nonchalante était si lasse de se servir elle-même, et Babillarde si ennuyée de n'avoir que ses sœurs à qui parler, que l'envie qu'eut l'une d'être coiffée en détail, et l'empressement qu'eut l'autre d'avoir une personne de plus pour jaser, les engagea à se résoudre de laisser entrer la pauvre étrangère. Pensez-vous, dit Babillarde à sa sœur, que la défense du roi s'étende sur des gens comme cette malheureuse? Je crois que nous la pouvons recevoir sans conséquence. Vous ferez ce qu'il vous plaira, ma sœur, répondit Nonchalante. Babillarde, qui n'attendait que ce consentement, descendit aussitôt le corbillon. La pauvre femme se mit dedans, et les princesses la montèrent avec le secours de la poulie. Quand cette femme fut devant leurs yeux, l'horrible malpropreté de ses habits les dégoûta. Elles voulurent lui en donner d'autres, mais elle leur dit qu'elle en changerait le lendemain, et que pour l'heure qu'il était, elle allait songer à les servir. Comme elle achevait de parler, Finette revint de sa chambre. Cette princesse fut étrangement surprise de voir cette inconnue avec ses sœurs. Elles lui dirent pour quelle raison elle l'avait fait monter, et Finette, qui vit que c'était une chose faite, dissimula le chagrin qu'elle eut de cette imprudence. Cependant, la nouvelle officière des princesses fit 100 tours dans le château, sous prétexte de leur service, mais en effet pour observer la disposition du dedans. Car, madame, je ne sais si vous ne vous en doutez point déjà, mais cette gueuse prétendue était aussi dangereuse dans le château que le fut le comte Ory dans le couvent où il entra déguisé en abbesse fugitive. Pour ne vous pas tenir davantage en suspens, je vous dirai que cette créature couverte de haillons était le fils aîné d'un roi puissant, voisin du père des princesses. Ce jeune prince, qui était un des plus artificieux esprits de son temps, gouvernait entièrement le roi son père, et il n'avait pas besoin de beaucoup de finesse pour cela,
car ce roi était d'un caractère si doux et si facile qu'on lui en avait donné le surnom de moult bénin. Pour le jeune prince, comme il n'agissait que par artifice et par détours, les peuples l'avaient surnommé Riche-en-Cotel, et pour abréger, on disait Richecotel. Il avait un frère cadet qui était aussi rempli de belles qualités que son aîné l'était de défauts. Cependant, malgré la différence d'humeur, on voyait entre ces deux frères une union si parfaite que tout le monde en était surpris. Outre les bonnes qualités de l'âme qu'avait le prince cadet, la beauté de son visage et la grâce de sa personne étaient si remarquables qu'elle avait fait nommer bel à voir. C'était le prince Richecotel qui avait inspiré à l'ambassadeur du roi son père ce trait de mauvaise foi que l'adresse de Finette avait fait tomber sur eux. Richecotel, qui n'aimait déjà guère le roi, père des princesses, avait achevé par là de le prendre en aversion. Ainsi, quand il sut les précautions que ce prince avait prises à l'égard de ses filles, il se fit un pernicieux plaisir de tromper la prudence d'un père si soupçonneux. Richecotel obtint permission du roi son père d'aller faire voyage sous des prétextes qu'il inventa, et il prit des mesures qui le firent parvenir à entrer dans la tour des princesses, comme vous avez vu. En examinant le château, ce prince remarqua qu'il était facile aux princesses de se faire entendre des passants, et il en conclut qu'il devait rester dans son déguisement pendant tout le jour, parce qu'elle pourrait bien, si elle s'en avisait, appeler du monde et le faire punir de son entreprise téméraire. Il conserva donc toute la journée les habits et le personnage d'une gueuse de profession, et le soir, lorsque les trois sœurs eurent soupé, Richecotel jeta les haillons qui le couvraient et laissa voir des habits de cavalier tout couverts d'or et de pierreries. Les pauvres princesses furent si épouvantées de cette vue que toutes se mirent à fuir avec précipitation. Finette et Babiarde, qui étaient agiles, eurent bientôt gagné leur chambre, mais Nonchalante, qui avait à peine l'usage de marcher, fut en un instant atteinte par le prince. Aussitôt, il se jeta à ses pieds, lui déclara qui il était, et lui dit que la réputation de sa beauté et ses portraits l'avaient engagé à quitter une cour délicieuse pour lui venir offrir ses vœux et sa foi. Nonchalante fut d'abord si éperdue qu'elle ne pouvait répondre au prince, qui était toujours à genoux. Mais comme en lui disant 1000 douceurs et en lui faisant 1000 protestations, il la conjurait avec ardeur de le recevoir pour époux dès ce moment-là même, sa mollesse naturelle ne lui laissant pas la force de disputer, elle dit nonchalamment à Richecotel qu'elle le croyait sincère et qu'elle acceptait sa foi. Elle n'observa pas de plus grande formalité que celle-là dans la conclusion de ce mariage. Mais aussi elle en perdit sa quenouille. Elle se brisa en 1000 morceaux. Cependant, Babiarde et Finette étaient dans des inquiétudes étranges. Elles avaient gagné séparément leurs chambres, et elles s'y étaient enfermées. Ces chambres étaient assez éloignées l'une de l'autre, et comme chacune de ces princesses ignorait entièrement le destin de ses sœurs, elles passèrent la nuit sans fermer l'œil. Le lendemain, le pernicieux prince mena Nonchalante dans un appartement bas qui était au bout du jardin, et là cette princesse témoigna à Richecotel l'inquiétude où elle était de ses sœurs, quoiqu'elle n'osât se présenter devant elles, dans la crainte qu'elles ne blâmassent fort son mariage. Le prince lui dit qu'il se chargeait de le leur faire approuver, et après quelques discours il sortit et enferma Nonchalante sans qu'elle s'en aperçût. Ensuite il se mit à chercher les princesses avec soin. Il fut quelque temps sans pouvoir découvrir dans quelles chambres elles étaient enfermées. Enfin, l'envie qu'avait Babiarde de toujours parler étant cause que cette princesse parlait toute seule en se plaignant, le prince s'approcha de la porte de sa chambre et la vit par le trou de la serrure. Richecotel lui parla au travers de la porte et lui dit, comme il avait dit à sa sœur, que c'était pour lui offrir son cœur et sa foi qu'il avait fait l'entreprise d'entrer dans la tour. Il louait avec exagération sa beauté et son esprit, et Babiarde, qui était très persuadée qu'elle possédait un mérite extrême, fut assez folle pour croire ce que le prince lui disait. Elle lui répondit un flot de paroles qui n'étaient pas trop désobligeantes. Il fallait que cette princesse eût une étrange fureur de parler pour s'en acquitter comme elle faisait dans ces moments, car elle était dans un abattement terrible, outre qu'elle n'avait rien mangé de la journée, par la raison qu'il n'y avait rien dans sa chambre propre à manger. Comme elle était d'une paresse extrême, et qu'elle ne songeait jamais à rien qu'à toujours parler,
elle n'avait pas la moindre prévoyance. Quand elle avait besoin de quelque chose, elle avait recours à Finette, et cette aimable princesse, qui était aussi laborieuse et prévoyante que ses sœurs l'étaient peu, avait toujours dans sa chambre une infinité de massepains, de pâtes et de confitures sèches et liquides qu'elle avait fait elle-même. Babillarde donc, qui n'avait pas un pareil avantage, se sentant pressée par la faim et par les tendres protestations que lui faisait le prince au travers de la porte, l'ouvrit enfin à ce séducteur, et quand elle eut ouvert, il fit encore parfaitement le comédien auprès d'elle. Il avait bien étudié son rôle. Ensuite ils sortirent tous deux de cette chambre et s'en allèrent à l'office du château, où ils trouvèrent toutes sortes de rafraîchissements, car le corbillon en fournissait toujours les princesses d'avance. Babillarde continuait d'abord à être en peine de ce qu'étaient devenues ses sœurs, mais elle s'alla mettre dans l'esprit, sur je ne sais quel fondement, qu'elles s'étaient sans doute toutes deux enfermées dans la chambre de Finette, où elles ne manquaient de rien. Richecotel fit tous ses efforts pour la confirmer dans cette pensée, et lui dit qu'ils iraient trouver ces princesses vers le soir. Elle ne fut pas de cet avis. Elle répondit qu'il fallait les aller chercher quand ils auraient mangé. Enfin le prince et la princesse mangèrent ensemble de fort bon accord, et après qu'ils eurent achevé, Richecotel demanda à aller voir le bel appartement du château. Il donna la main à la princesse, il le mena dans ce lieu, et quand il y fut, il recommença à exagérer la tendresse qu'il avait pour elle et les avantages qu'elle trouverait en l'épousant. Il lui dit, comme il avait dit à Nonchalante, qu'elle devait accepter sa foi au moment même, parce que si elle allait trouver ses sœurs avant que de l'avoir reçu pour époux, elle ne manquerait pas de s'y opposer, puisqu'étant sans contredit le plus puissant prince voisin, il paraissait plus vraisemblablement un parti pour l'aîné que pour elle, qu'ainsi cette princesse ne consentirait jamais à une union qu'il souhaitait avec toute l'ardeur imaginable. Babillarde, après bien des discours qui ne signifiaient rien, fut aussi extravagante qu'avait été sa sœur. Elle accepta le prince pour époux, et ne se souvint des effets de sa quenouille de verre qu'après que cette quenouille fut cassée en 100 pièces. Vers le soir, Babillarde retourna dans sa chambre avec le prince, et la première chose que vit cette princesse, ce fut sa quenouille de verre en morceaux. Elle se troubla à ce spectacle. Le prince lui demanda le sujet de son trouble. Comme la rage de parler la rendait incapable de rien taire, elle dit sottement à Richecotel le mystère des quenouilles, et ce prince eut une joie de scélérat de ce que le père des princesses serait par là entièrement convaincu de la mauvaise conduite de ses filles. Cependant Babillarde n'était plus en humeur d'aller chercher ses sœurs. Elle craignait avec raison qu'elles ne pussent approuver sa conduite, mais le prince s'offrit de les aller trouver, et dit qu'il ne manquerait pas de moyens pour les persuader de l'approuver. Après cette assurance, la princesse, qui n'avait point dormi la nuit, s'assoupit, et pendant qu'elle dormait, Richecotel l'enferma à la clef, comme il avait fait Nonchalante. N'est-il pas vrai, belle comtesse, que ce Richecotel était un grand scélérat, et ces deux princesses de lâches et imprudentes personnes? Je suis fort en colère contre tous ces gens-là, et je ne doute pas que vous n'y soyez beaucoup aussi. Mais ne vous inquiétez point, ils seront tous traités comme ils méritent. Il n'y aura que la sage et courageuse Finette qui triomphera. Quand ce prince perfide eut enfermé Babillarde, il alla dans toutes les chambres du château les unes après les autres, et comme il les trouvait toutes ouvertes, il conclut qu'une seule, qu'il voyait fermée par dedans, était assurément celle où s'était retirée Finette. Comme il avait composé une harangue circulaire, il s'en alla débiter à la porte de Finette les mêmes choses qu'il avait dites à ses sœurs. Mais cette princesse, qui n'était pas une dupe comme ses aînées, l'écouta assez longtemps sans lui répondre. Enfin, voyant qu'il était éclairci qu'elle était dans cette chambre, elle lui dit que s'il était vrai qu'il eût une tendresse aussi forte et aussi sincère pour elle qu'il voulait le lui persuader, elle le priait de descendre dans le jardin et d'en fermer la porte sur lui, et qu'après elle lui parlerait tant qu'il voudrait par la fenêtre de sa chambre qui donnait sur ce jardin. Richecotel ne voulut point accepter ce parti, et comme la princesse s'opiniâtrait toujours à ne point vouloir ouvrir, ce méchant prince, outré d'impatience, alla quérir une bûche et enfonça la porte. Il trouva Finette armée d'un gros marteau qu'on avait laissé par hasard dans une garde-robe qui était proche de sa chambre. L'émotion animait le teint de cette princesse,
et quoique ses yeux fussent pleins de colère, elle parut à Richecotel d'une beauté à enchanter. Il voulut se jeter à ses pieds, mais elle lui dit fièrement en se reculant: «Pince! Si vous approchez de moi, je vous fendrai la tête avec ce marteau.» «Quoi, belle princesse!» s'écria Richecotel de son ton d'hypocrite. «L'amour qu'on a pour vous s'attire une si cruelle haine.» Il se mit à lui prôner de nouveau, mais d'un bout de la chambre à l'autre, l'ardeur violente que lui avait inspirée la réputation de sa beauté et de son esprit merveilleux. Il ajouta qu'il ne s'était déguisé que pour venir lui offrir avec respect son cœur et sa main. Il lui dit qu'elle devait pardonner à la violence de sa passion la hardiesse qu'il avait eue d'enfoncer sa porte. Il finit en lui voulant persuader, comme il avait fait à ses sœurs, qu'il était de son intérêt de le recevoir pour époux au plus vite. Il dit encore à Finette qu'il ne savait pas où s'étaient retirées les princesses ses sœurs, parce qu'il ne s'était pas mis en peine de les chercher, n'ayant songé qu'à elles. La droite princesse, feignant de se radoucir, lui dit qu'il fallait chercher ses sœurs, et qu'après on prendrait des mesures tous ensemble. Mais Richecotel lui répondit qu'il ne pouvait se résoudre à aller trouver les princesses qu'elle n'eût consenti à l'épouser, parce que ses sœurs ne manqueraient pas de s'y opposer à cause de leur droit d'aînesse. Finette, qui se défiait avec raison de ce prince perfide, sentit redoubler ses soupçons par cette réponse. Elle trembla de ce qui pouvait être arrivé à ses sœurs, et se résolut de les venger du même coup qui lui ferait éviter un malheur pareil à celui qu'elle jugeait qu'elles avaient eu. Cette jeune princesse dit donc à Richecotel qu'elle consentait sans peine à l'épouser, mais qu'elle était persuadée que les mariages qui se faisaient le soir étaient toujours malheureux, qu'ainsi elle le priait de remettre la cérémonie, de se donner une fois réciproque au lendemain matin. Elle ajouta qu'elle l'assurait de n'avertir les princesses de rien, et lui dit qu'elle le priait de la laisser un peu de temps seul pour penser au ciel, qu'ensuite elle le mènerait dans une chambre où il trouverait un fort bon lit, et qu'après elle reviendrait s'enfermer chez elle jusqu'au lendemain. Richecotel, qui n'était pas un fort courageux personnage, et qui voyait toujours Finette armée du gros marteau dont elle badinait comme on fait d'un éventail, Richecotel, dis-je, consentit à ce que souhaitait la princesse, et se retira pour la laisser quelque temps méditer. La droite princesse, première partie.